Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Be Harmonist, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Nicolas Sabatier, le cofondateur de Time for the Planet. Alors Time for the Planet s'est donné pour mission de contribuer à résoudre le réchauffement climatique, rien que ça, grâce à l'entrepreneuriat et à une immense communauté. Nicolas nous raconte l'histoire, la mission et les méthodes qu'il a mis en place pour créer une entreprise unique au monde. Bonne écoute à tous. Et bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Comment est-ce que tu vas ? Très bien, enfin un petit peu KO là, Pas si bien que ça. pas si bien que ça en fait, mais très content d'être là, c'est ça que ça voulait dire. Bah écoute, je suis hyper content d'être avec toi, enfin au figuré du coup, puisque on fait ça à distance. Puisque donc du coup tu es malade d'une maladie bien connue en ce moment, et donc du coup il est possible que tu tousses un peu, mais c'est pas très grave, je pense que tout le monde te le pardonnera tout au long de l'épisode, vu tout ce que tu veux nous raconter qui va être génial. Merci, c'est gentil. Écoute, question traditionnelle de début de podcast, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, t'as un angle de préférence de présentation ? Bon bah le tien, ça sera le bon, je Le pense. mien ? Oh là là, non, je te demande ça parce que moi j'ai du mal toujours à me présenter. Euh, Bah du coup j'ai 36 ans, je vis à Lyon, je pense que je peux me définir comme entrepreneur, parce que du coup Time for the Planet c'est ma 4e entreprise en 13 ans. Je m'étais pas du tout prédestiné. Moi, je voulais longtemps être footballeur, mais je me suis jamais donné les moyens d'être footballeur. J'ai jamais voulu faire d'études de droit, ni de médecine, des trucs qu'on apprend des trucs par cœur, puis finalement j'ai fait du droit, en refusant d'apprendre des trucs par cœur. Et tu as réussi quand même, incroyable. Et j'ai réussi quand même, ouais. En fait, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur en droit. Par exemple, on Oula, a les examens, on a le code civil avec nous, en fait. tu passes un message d'espoir à beaucoup de gens, je pense. Là. Ouais, bah, j'aurais bien aimé le savoir à l'époque, j'aurais eu un peu moins peur le premier trimestre. Et puis du coup, j'ai fait pas mal d'années de scoutisme et à la fin de ces études, je suis parti faire une année à l'IAE en management et administration des entreprises. Et puis j'ai rencontré Medicoli, avec qui on a monté notre première entreprise, qui était un social business autour des colonies de vacances. Et c'est là qu'on a découvert l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, tu t'es pas arrêté là. Parce qu'effectivement, quand on regarde un peu ton parcours, tu as monté, donc tu disais, Time, c'est ta 4e boîte. Et du coup, avant ça, tu as monté donc, une entreprise, une ferme qui cultivait du houblon bio, si je me trompe pas. Et tu as aussi un bar à Lyon qui s'appelle l'Athénium. Donc, on invite tous les Lyonnais à y aller quand ils pourront y aller. Et c'est un bar un peu particulier parce qu'il marche avec le concept d'entreprise libérée, si j'ai bien compris. Donc du coup, en fait, tu as toujours eu une dimension très sociale dans tes business. Enfin, du coup, on parle effectivement de social business. D'où est-ce que ça te vient, ce drive donc des 4 boîtes exclusivement dans le social business ? Je pense que quand je voulais être footballeur en étant petit, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était en 93, première fois que je voyais du football et je voyais la France heureuse parce que Marseille avait gagné une Coupe d'Europe, c'était la première fois de l'histoire. Et du coup, je me suis dit, il a l'air super bien ce métier, c'est pour rendre des gens heureux. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et globalement, du coup, après, c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup cherché ce que je voulais faire et que je voyais pas de métier qui rendait vraiment heureux les gens. Et puis, en grandissant, j'ai été touché aussi par toutes les injustices, quoi. Je suis sorti aussi de ma petite bulle. La guerre en Irak, Le Pen au second tour en 2001. Et tout ça, c'est des choses qui faisaient hyper mal. Donc j'ai pris conscience de ce qui allait pas et j'ai voulu améliorer les choses, quoi, à mon échelle. Donc j'ai fait pas mal d'engagements associatifs. Et ensuite, quand on a fait de l'entrepreneuriat, on s'est amusé à se rajouter des contraintes, à dire est-ce qu'on peut pas faire de l'entrepreneuriat, mais prouver qu'on peut créer une activité économique pour améliorer quelque chose dans la société. Il n'y a rien qui définit que on doit créer une entreprise pour accumuler de l'argent. C'est écrit nulle part. C'est juste une vue de l'esprit quand on entend mais oui, mais on a toujours fait comme ça, c'est comme ça. Non, c'est faux. Les gens sont motivés par bien d'autres choses, heureusement, ils sont pas motivés que par l'argent. Et en fait, si le résultat de ton entreprise, il a un indicateur autre que l'argent, et en fait, tu peux faire des trucs, à mon sens, extraordinaires. Vitacolo, par exemple, le but, c'était de faire partir des enfants issus des classes moyennes et des enfants en situation de handicap dans nos colos. Et donc, finalement, on crée des systèmes de bourse qu'on autofinançait. On n'avait pas du tout de financement extérieur, ni privé, ni public. Et on a autofinancé comme ça plus de 200 000 euros d'aide au départ
On avait, comme dit Mehdi, on avait 23 ans, on était en caleçon dans un appartement. Aucune connaissance en entrepreneuriat, c'était vraiment système D. Et au plus fort, on a fait partir sur un été 1000 enfants. Ça représentait 250 saisonniers et plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, ouais, en fait, on pourrait prendre n'importe quel autre problème et voilà, et régler un problème avec une activité économique. Le problème dans l'associatif que moi qui m'avait un peu traumatisé, c'était que quand les subventions viennent à disparaître, si tant est que tu as des subventions bien évidemment, quand elles disparaissent, et ben en fait tout ton modèle économique il est en péril et du coup tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer, pour payer ton ou tes salariés et là bah en fait tu peux plus agir quoi, tout simplement. Donc le fait d'être indépendant économiquement nous permettait d'être aussi indépendant politiquement et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on voulait. Et donc depuis, bah, on a toujours ça en tête. Et on avait imaginé il y a 12 ans une holding qui crée des entreprises, qui sortent les gens de la précarité. C'était ça le critère de réussite de ces filiales. Ces filiales génèrent de l'argent, il y a une activité économique pérenne. L'argent remonte et la seule différence, c'est qu'il n'est pas distribué à l'extérieur auprès des actionnaires, il est systématiquement réinvesti dans le projet. Et donc plus tu as de projets qui fonctionnent bien, plus tu peux faire des projets ambitieux en autofinancement. Donc en fait, si je résume ça, l'entrepreneuriat pour toi, enfin, au sens de création de valeur économique, c'est aussi un moyen de gagner ta liberté, quoi. Ouais, complètement, clairement. Ouais, je comprends tout à fait. Et donc du coup, donc tu rencontres donc Mehdi, et qui est, je crois, devenu un des 6 cofondateurs de Time for the Planet. Mmh. Et donc tu dis, oui, justement, l'entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Et donc du coup, quitte à résoudre un problème, t'as pas choisi le plus petit, quoi. Bah, justement, ouais, c'est vrai que le modèle de Time là, que j'ai décrit avec une holding qui crée des holdings, ça, on l'avait imaginé il y a une douzaine d'années. Et puis, il y a 3-4 ans, 3-4 ans maintenant, on se retrouve en terrasse, on boit un petit canon et on se dit, mais t'as lu Jean Covici, t'as vu Servigne, ça craint quand même ce qui se passe là, c'est bien plus grave que ce qu'on nous dit, le dérèglement climatique. Et donc, bah là, on avait deux choix. Soit on se disait, on va se prendre une petite maison à la campagne, on apprend à cultiver. Soit, ben, on essaye un truc gigantesque, parce que le problème, il est gigantesque. Donc, qu'est-ce qui peut avoir le moindre impact? Il faut définir, en fait, finalement, à partir de quand, quelle taille ou quelle tu peux avoir un impact. Et donc, après, il faut t'organiser pour avoir cette taille-là. Sinon, Mmh. si t'es tout petit, on t'invite pas à la table des négociations. Donc on s'est dit, bah oui, on va créer un truc gigantesque. Et puis voilà, si on y arrive à impacter un peu, bah, voilà, on aura fait notre mieux. Si c'est pas le cas, bah, on aura tenté de toute façon. OK, et donc du coup, justement, c'est une question que tu dois avoir souvent, mais enfin, du coup, tu dois articuler des problématiques à la fois d'impact et des problématiques de croissance. C'est des choses qui sont assez discutées. Enfin, tu peux, enfin, tu un discours qui existe qui dit que, enfin, tu peux pas, avoir un impact sur, l'environnement, et cetera, en faisant de la croissance et de la croissance et de la croissance. Pour autant, Time, vous vous êtes fixé une ambition qui est monumentale, qui est juste de résoudre le problème du réchauffement climatique. Hem, Comment tu concilies, toi, les 2 notions? Ouais, bah alors déjà, qui contribue hein, on pense que à nous seuls, on n'y arrivera pas. Oui, d'où l'open source et beaucoup de choses comme ça chez Time, d'ailleurs. Restons humbles. Donc déjà, c'est contribuer à. Euh, et ensuite, attends, la deuxième partie de ta question, c'était oui, comment, oui, tout simplement que c'est un problème titanesque en fait. Donc il faut être très gros. Pour ceux qui t'écoutent et qui connaissent peut-être pas Time, c'est vrai qu'on a une petite catchline sur notre site, c'est pour dimensionner le projet Time, et vous comprendrez peut-être mieux, c'est on veut créer 100 entreprises de taille mondiale pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour ça, on veut les lancer en allant chercher 1 milliard. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est pour dimensionner le projet. C'est quelque chose qui va s'étendre sur 20-30 ans. Mmh. Et c'est dans le monde entier. Donc, on a le temps. Il faut que ça s'accélère. Mais puis pareil, on fera au mieux. Si on en fait 50 ou 120, peu importe. C'est Tant pour mieux. dimensionner surtout. Bien sûr. Et du coup, ça marche plutôt très bien, de ce que je comprends. Là, vous avez annoncé récemment que vous aviez atteint les 3,5 millions, c'est ça? Oui, alors Ouais. on a donc l'autre particularité, peut-être qu'il faut le préciser, donc on est une sorte de mouvement citoyen parce que notre société commerciale est à but non lucratif. On a écrit dans Mmh. nos statuts qu'aucun dividende ne pouvait être distribué
Donc l'écart à la température du globe était parvenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc autant vous dire qu'on n'est pas près de... Ça va pas être tout de suite. Voilà. Et du coup, c'est bien parce qu'au moins, on a que des actionnaires alignés. Il n'y en aura Mmh. pas qui espéreront un autre truc, qui tireront dans l'autre sens. On va tous au même endroit. Ensuite, attends. Voilà, tu vois, je fatigue. Hein. Vas-y, prends ton temps. Euh... non, en fait, c'est la question que j'ai oubliée, tu vois. Non, mais j'étais juste en train de te dire que ça se passait bien et que Ah vous oui, aviez et levé donc, 3,5 millions. du coup, ouais, effectivement. Donc, du coup, tous les citoyens peuvent devenir actionnaires à partir d'1 euro. C'est un outil de transparence qu'on a voulu utiliser. Et on a mis donc 1 an à rassembler 1 million. On a mis 2 mois et demi à rassembler le deuxième million. Et on a mis 1 mois et demi pour le troisième, 3 et demi même, enfin 1 et demi. Donc là, on est à 3,5 millions et 19 000 actionnaires en 15-16 mois. OK. Mais c'est impressionnant, mais c'est beaucoup trop lent encore, malheureusement. Il faudra d'autres leviers pour... Et effectivement, tu auras d'autres leviers parce par la que suite. créer des entreprises, là, on en a sélectionné quelques-unes déjà, mais c'est Mmh. des sommes qui sont trop faibles pour pouvoir faire des grandes entreprises. Mais du coup, j'imagine que les entreprises que tu vas créer, c'était une question que je me suis posée quand j'avais voulu acheter des actions de Time. C'était, enfin, tu vas créer cette entreprise avec cet argent que tu lèves plus ou moins du coup Mmh. auprès de des actionnaires individuels. Ces entreprises vont générer de la valeur. Mmh. Enfin, si tout se passe bien, du moins on Mmh. l'espère. C'est aussi ça va être ce deuxième levier qui va te permettre de réinvestir pour créer d'autres entreprises et avoir une espèce de cercle Tout à fait. qui est de plus en plus vertueux, de plus en plus gros, de plus en plus puissant, quoi. C'est ça. But non lucratif, ça veut pas du tout dire pas rentable. Time for the Planet sera rentable, sinon ça servira à rien. Non lucratif, ça veut juste dire que les dividendes ne sont pas distribués. Par contre, toutes les entreprises qu'on va créer, donc effectivement, seront des filiales de Time, seront rentables. Et la seule différence, c'est que tout l'argent qui remontera à Time par remontée de dividendes ou par revente de filiales, eh ben, en fait, servira à recréer encore d'autres projets. Mmh. Alors du coup, un truc qui m'intéresse, si on revient sur le début de Time, bon, à gros problème à résoudre, grosse équipe, donc vous vous associez à 6, même si je crois que vous n'avez pas commencé à 6, il y en a qui ont plus ou moins rejoint le train en marche. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes 6 cofondateurs, il n'y a pas de chef, quoi, si je comprends bien. Non, on a tous un rôle un peu spécifique. Mehdi est plutôt notre CEO, donc c'est quand même plutôt lui qui va pousser dans toutes les directions et initier plein de projets. Mais après, non, effectivement, il y a pas de chef, on a tous une spécialité. Mmh. Et du coup, tu sais que un des conseils qu'on donne le plus à de jeunes entrepreneurs, c'est mais il faut, enfin, t'associer avec ton pote si tu veux, et encore c'est pas une bonne idée, mais à un moment donné, il va falloir décider qui est le chef, quoi. Faut qu'il y ait 51%, tu sais, c'est ce truc qu'on a toujours entendu beaucoup Ouais. dès que tu voulu mettre le pied dans le ou même le petit doigt dans le bain d'entrepreneuriat. Vous le faites pas à 2, vous le faites à 6, il y a pas de chef. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça se passe pour que vous restiez justement alignés? Comment tu as géré ça depuis le début? Mm. Alors, je pense que sur le projet, quand même, Mehdi et moi, ça fait 12 ans qu'on l'a en tête, donc la vision, on la porte et on l'incarne, donc on, on- elle est tellement puissante qu'on est tous d'accord et qu'au moins on a cette valeur supérieure de la vision qui est, euh, qui est intangible en fait. Donc, et qui est à la fois assez simple. Donc du coup, ça aide énormément quand tu as un cadre de valeur extrêmement fort là où tu vas. Je pense que ça, c'est un premier élément. Après, je pense que quand tu es jeune aussi, tu sais pas trop quoi. Les problèmes d'ego, euh, la capacité à travailler aussi, parce que c'est aussi ça des fois qui tend, c'est qu'il y en a qui travaillent, il y Oui, en a qui l'investissement. travaillent Mmh. moins, on sait pas trop. Donc là, tout le monde te donne, donc a priori, il n'y a pas de, il y a pas de critique non plus à ce niveau-là. Et puis surtout, vraiment, on a chacun un domaine très très marqué, donc a priori, on va pas aller dire à l'autre, là, tu fais pas bien ton Mmh. truc, quoi, tu vois. Donc ça aide beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est une chance énorme. On fait quasiment pas de réunions, par exemple. OK. C'est-à-dire que parce qu'il y a une confiance, inébranlable, ou parce que c'est un mode de gouvernance particulier où vous êtes Bah, beaucoup à l'écrit, ou? en fait, c'est une question d'augmenter encore l'efficacité, tu vois. On n'a pas de temps. Les réunions, globalement, c'est quand même, si tu fais 1 heure de réunion, c'est 6 heures de travail qui disparaissent. Donc, OK. Ouais, oui, tout à fait, ouais. bah ouais. Du coup, au final, on travaille avec ce qu'on appelle la notion de besoin. C'est là l'info que tu veux faire passer. Qui en a vraiment besoin? Euh, euh, Est-ce que tu as vraiment besoin de rassembler tout le monde? Est-ce que tu as vraiment besoin des retours des autres?
Et en Mmh. fait, déjà, tu fais le tri avec beaucoup de choses. C'est-à-dire que très souvent, tu as des personnes qui organisent des réunions pour montrer ce qu'elles ont fait, quoi, tu vois. Mais en fait, elles font chier les autres parce que les autres, dans leur travail, ça change que dalle, en fait. Donc du coup, Mmh. on est responsabilisé sur le fait que si on a besoin de savoir où en est quelqu'un dans son chantier, parce que ça impacte notre travail, bah, c'est de notre responsabilité d'aller chercher l'info. On inverse, en fait, entre guillemets, la charge de la preuve. C'est pas, et du coup, on peut reprocher à personne de ne pas nous avoir passé une info. Mmh. Effectivement et du coup, en fait, c'est déjà un cadre que tu crées, une culture que tu mets en place parce que ça c'est qu'est-ce que tu valorises aussi dans l'engagement chez Time, dans la manière dont les gens travaillent. Comme tu le dis, il y a beaucoup de réunions qui sont pour que les gens montrent ce qu'ils font. Enfin, dans le «big corporate world» entre guillemets, c'est très, très souvent le cas. C'est: «Eh regarde, j'ai fait ça, maintenant récompense-moi». Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu as réussi avec 6 personnes qui sont 6 associés, en plus vous avez des profils très différents, je crois, Mmh mh. à générer en fait cette confiance et du coup, c'est la vision Time quoi qui porte ça? Ouais, exactement. Je je pense vraiment, tu vois, on se le disait, là, on commence à recruter des profils, plutôt créateurs d'entreprise pour accompagner les futures filiales, enfin, pour monter les futures filiales. Et on rencontre des profils, mais hallucinants, super Mmh. bons. Et en fait, on avait un peu cette appréhension de se dire: «Est-ce que, ces personnes-là comment elles vont, réagir avec nous?» parce que quand même, quelque part, elles vont devenir presque salariées d'un projet entrepreneurial. On sait que c'est pas évident dans hem, les, heu, les startup studios quand, il y a des expériences comme ça. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est que, la mission de Time, effectivement, les motive tellement que, ils ça marche. Ouais, ça te dépasse Ouais. ça dépasse en tout cas les «égos» entre guillemets, quoi. Et je pense que ça peut avoir une influence. Et ouais, enfin, pour l'instant, c'est comme ça que je l'explique. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, quand j'écrirai les mémoires, de Time, je l'analyserai autrement. Mais pour l'instant, c'est ça, ouais. Nous-mêmes, on a décidé, dès la première année qu'il fallait pas qu'on incarne, en tant que personne, ce projet. Il faut pas que ça soit, enfin, quasiment personne connaît nos noms et nos visages. Alors, dans nos communautés, c'est le cas. On n'est pas caché non plus, parce que les gens ont besoin de savoir. Mais si c'était pas une question qui revenait aussi souvent, on serait même pas sur le site dans une case les fondateurs. Mais c'est une question qui revient tout le temps, donc on a dû le faire pour la Bah, réapprendre. effectivement, je te confirme que quand je me suis dit: «Tiens, ça serait sympa d'interviewer, quelqu'un de chez Time», je me suis pas dit: «J'aimerais trop parler à Nicolas Sabatier». Je me suis dit: «Je veux parler à quelqu'un de chez Time» et effectivement, je savais même pas que vous étiez 6 cofondateurs et cetera, tu vois? Ah ouais, donc Je pense que cool. celui qu'on voit le plus, c'est Arthur Obeuf parce que c'est son rôle aussi. Mmh. Il est tout ce qui est l'engagement de la communauté Time, si j'ai bien compris. Mmh. Et il fait un job assez incroyable d'ailleurs là-dessus, je pense. Mais du coup, oui, ouais, effectivement, on le voit pas. Et du coup, justement, si on revient sur ton rôle à toi, donc la manière dont ton rôle est présenté, c'est gardien du temple. Heu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais du coup, comment tu conçois ce rôle, chez Time? C'est la demi-mesure de Mehdi, ça. Mehdi qui a rédigé l'article. Ouais, en fait, Mehdi et moi, alors ça c'est presque un peu personnel, mais dans ce qu'on a pu monter ensemble, on est extrêmement complémentaires. Mehdi, c'est une brute d'exécution. Et moi, je suis plutôt, celui qui arrive à avoir le bon feeling et la bonne vision de ce qu'il faut faire, à quel moment, et cetera. Et du coup, il m'a toujours apprécié à ses côtés parce que, j'étais une sorte de garde-fou, et donc du coup, ça jouait. Donc du coup, on m'a confié effectivement le fait de dire: «On a la vision, elle est là, et maintenant c'est à toi de porter ça et de faire que ça se maintienne et que ça aille, et de nous rattraper, en fait, si on se met à faire des conneries parce que manque de lucidité, parce que fatigue, parce que tout ça». Donc c'est pas évident parce que des fois, je suis aussi un peu le casse-bonbon à dire: «Ah non mais les gars, là, vous craquez». Donc il faut moi aussi que je mette de l'eau dans mon vin, il faut trouver les arrangements, mais je suis pas non plus le gars qui fait que détruire, quoi. Quand je dis que ça va pas, je Oui, propose une alternative, j'imagine quand même. sinon je suis pas crédible. Donc c'est ça un peu le gardien gardien du temple, mais c'est plus une private joke, ce mot-là. OK, ça marche. Et alors du coup, enfin, un de tes rôles, encore une fois, dans la manière dont ton rôle est décrit, hein, c'est, d'être le garant de la culture entreprise de Time for the Planet. Mmh. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'on fait nous chez Bienvenue et sur ce podcast en particulier. Mmh. Comment tu la décrirais cette culture? Mmh.
Déjà, elle est basée sur des valeurs qui sont les nôtres. On s'est dit qu'on n'allait pas se mettre nous-mêmes en dissonance dans un projet qui allait nous prendre autant de temps dans notre vie. Donc, on est vraiment purement alignés sur ça. Et, et certaines sont peut-être un peu atypiques pour le monde de l'entreprise, mais du coup, nous, on s'est dit que autant les mettre. On a des valeurs comme l'amour, en se disant que, enfin, on aime profondément les gens et que c'est en croyant dans les gens, en croyant dans l'autre, que tu peux aussi aller plus loin. De l'amour, tu peux aussi déboucher sur la confiance. C'est notre principe de base de travail. En fait, on va pas partir du principe que, alors attends, telle personne, il y a un truc qui va clocher, comment on doit anticiper le coup, machin, on va se préparer 8 milliards de papiers à signer et à vérifier. Non, la confiance, on voit, on fait de façon simple et on avance. Il y a le pragmatisme, il faut vraiment être dans l'action et pas parler, donner des avis. On a un mème, c'est photo de la planète Terre avant et après que Time Force the Planet ait donné son avis. Et bien évidemment, c'est la même planète C'est la Terre, même, bien exactement la sûr. même. C'est-à-dire que voilà, ça change pas la face du monde et nous, c'est pas notre mission en fait, de donner des avis. Il faut, mais c'est pas nous. Donc du coup, on est très très clair aussi sur ça. Et après, notre culture organisationnelle, elle est inspirée des systèmes holacratique, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Moi, je sais pas si c'est ça parce qu'on n'a pas beaucoup de théories, mais des systèmes très horizontaux, mais pas basés sur on discute tous ensemble de tout. Comme je disais, tu vois, par exemple, à nous 6, on fait très rarement des réunions à 6. En fait, on a un créneau de 2 heures par semaine et encore, ça fait seulement 6 mois qu'on a ce créneau. Et généralement, on s'en sert une semaine sur deux et 1 heure sur deux. Donc en fait, on Ok. fait extrêmement peu. Et par contre, on travaille souvent à 2, à 3 sur plein de petits chantiers en fait. Et on communique au quotidien via une plateforme, donc on est quand même au fait, on s'appelle beaucoup les uns les autres. Mais il y a quasiment pas de décision qu'on doit prendre à tous ensemble. C'est très rare. La culture d'entreprise fait que on accepte que quelqu'un se plante parce que bah oui, le fait qu'à l'inverse, le côté positif de tu peux foncer tout seul dans ton coin, bah en fait tu vas gagner beaucoup de temps. Donc quand tu crées quelque chose, c'est important de gagner du temps et d'être efficace. Donc du coup ça y contribue. Et à partir du moment où tu permets ça, il faut aussi accepter la conséquence négative, c'est que des fois il y a des conneries qui sont faites. Et là, bah il y a pas de problème, on en parle une fois que la connerie est faite, on redéfinit quel est le cadre sur ce sujet, et généralement ça se reproduit plus jamais. Parce que de base, quand la connerie a été faite, c'est jamais une intention, en fait, c'est un Oui, phénomène extérieur. c'est plus un apprentissage en soi que. Exactement. Donc la Mhm. culture de l'apprentissage, ouais, elle en fait vraiment partie. Et ça va très bien avec la confiance, hein, parce que si tu fais confiance que quand ça se passe bien, bah, tu fais pas Exactement. confiance en fait. Hein. C'est ça. Et après, dans notre communauté, bah, c'est un peu le même genre de principe. On a un système communautaire qui est organisé de façon organique, donc très horizontal. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique à d'autres. Par contre, il y a des rôles qui ont des missions, mais il n'y a jamais un rôle de donner des ordres à quelqu'un, tu vois, par exemple. Hmm. Et ce qui fait que les gens peuvent prendre des rôles. S'ils remplissent pas leur rôle, bah, en fait, on met quelqu'un d'autre. Enfin, on le remplace même pas d'ailleurs. On le met en parallèle. Si la personne revient, bah, elle a toujours son rôle et elle peut toujours le faire. Et si on doit le faire, et tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave. Et au moins, il y a une souplesse extraordinaire aussi dans ce système. Hmm. Alors du coup, c'est ça qui m'intéresse parce que tu vois, ces notions de confiance, de besoin dont tu parlais tout Mmh. à l'heure, d'avoir une organisation qui est finalement très horizontale, très informelle, à 6, animée par les mêmes choses, les mêmes intentions, les mêmes valeurs, Mmh. je l'imagine très bien. Mais en fait, il y a un décalage de volume qui est énormissime entre votre équipe de 6. Je crois que vous êtes les seuls employés de Time. On n'est même pas employé. Euh, ouais, enfin les seuls. On a Enfin, je un sais pas employé. comment vous décrire. Aucun de nous est payé. Ah, vous êtes même pas payé, d'accord. Je Non, pensais que vous payez, mais non. peu, tu vois. On n'a pas Mais touché ok, un centime depuis 2 ans. d'accord, ok. Et alors même si on prend cette équipe juste fondatrice, pour l'appeler comme ça, et je vous disais 18 000, je crois, fin mars, vous êtes plus encore Mmh. maintenant, associés Time, comment tu fais pour les organiser, entre guillemets? Alors j'imagine qu'ils doivent s'auto-organiser beaucoup, et comment tu fais surtout pour que cette culture que tu viens de décrire infuse dans cette immense communauté? C'est hyper intéressant parce que dans les organisations où il y a des gens qui donnent des coups de main,
On crée beaucoup de souffrance, alors pas volontairement, hein, c'est de façon indirecte, mais ça se voit pas forcément. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, donc il y a beaucoup. On a 19 000 actionnaires, il y en a 3 700 qui sont formés qui avaient cette problématique de je veux donner des coups de main, qu'est-ce que je peux faire? Donc du coup, ces 3 700 personnes-là, en réalité, il y a 4 types de personnes là-dedans. Il y a ce que je pourrais appeler les passifs, les gens qui disent qu'ils veulent aider et qui en fait ne feront jamais rien et ne participeront à rien, même si c'est pas pour aider. Hein. Donc ils avaient ça en tête et puis en fait la réalité fait que ils vont faire autre chose et voilà. Donc ça c'est dans n'importe quelle organisation. Oui, toujours. Ouais. Ensuite tu vas avoir les passifs actifs. C'est des gens qui vont jamais rien faire, mais qui par contre à chaque fois qu'il y aura un petit événement, ils vont venir participer et ils sont très contents. Et c'est ça, eux ils cherchent plus à faire partie de quelque chose que faire. Ensuite, il y a les actifs passifs, les gens qui prendront jamais d'initiative, mais qui seront extrêmement bons quand on viendra les chercher pour une compétence en particulier. Et puis les actifs actifs, ceux qui vont prendre des initiatives pour réaliser des actions qui répondent à des besoins. Toute cette communauté, elle est organisée au travers de 2 organisations humaines et d'un rôle clé. Le premier, c'est ce qu'on appelle des planètes. En fait, c'est des mini-communautés dans la grande communauté Time. Ces communautés, en fait, elles vont être basées sur des compétences métiers, par exemple les photographes, les vidéastes, les codeurs. Elles peuvent être basées sur des situations géographiques, comme Toulouse, Auvergne, Singapour, Québec, ou sur une appartenance à une organisation déjà existante, ça peut être une entreprise, une école ou une ONG. Et en fait, ce qu'ont en commun ces gens, c'est qu'ils se sentent Time for the Planet et qu'ils veulent aider, et qu'ils apportent des choses en plus. Dans ces planètes, ce qu'on dit aux gens, c'est les planètes vont s'organiser pour vivre des moments conviviaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un truc à faire pour tout le monde. Ça, on en est extrêmement conscient. Et comme on voulait pas créer justement cette souffrance de, les gens arrivent toujours avec cette croyance que, il y a un projet super bien, donc il y a plein de choses à faire et on a forcément besoin de moi. Et en fait, déjà, il y a beaucoup de monde comme cette personne qui a eu la même idée. Donc, du coup, peut-être qu'on aurait besoin de cette personne, mais qu'en fait, comme là, il y en a déjà plein qui aident, on n'a pas besoin d'elle. Et en même temps, si tu acceptes tout le monde et que tu leur dis pas qu'il y a malheureusement rien à faire, en fait, tu crées aussi de la souffrance parce que tu leur dis, oui, viens, il y a plein de trucs à faire. Puis en fait, elles découvrent qu'il y a rien à faire et elles sont pas bien. Du coup, elles osent pas partir parce qu'elles se disent quand même, attends, on m'avait dit qu'il y avait un truc. Puis en même temps, je suis là pour aider. Si je m'en vais, je suis un salaud. Voilà. Donc nous, on fait l'inverse. Déjà, on dit, voilà, il y a rien à faire, sachez-le. Mais on va vous faire vivre des super moments humains à travers des organisations. Donc ça peut être des pique-niques, des soirées, des blind tests. Enfin là, c'est dommage, on est confiné, mais T'en reviens à rendre les gens heureux, à rendre les gens heureux en fait. Ouais, clairement, oui, c'est indispensable. La punchline de Mehdi qui a été lâchée dans un podcast un jour, c'était il faut apéroiser le changement climatique. Ouais, j'ai vu passer ça. Quitte à ce qu'on meurt tous dans d'horribles souffrances, autant essayer de se marrer à résoudre le problème, quoi. Voilà, la fin sera la même, mais le chemin sera différent. Donc ça, c'est un truc qu'on assume. D'ailleurs, ouais, il y avait ça dans la dans la culture, il y avait la joie, la valeur émotionnelle qu'on veut transmettre et sur laquelle on travaille, c'est la joie. On a, nous, ce qui nous a mis en action, ça a été la peur. On a commencé un peu comme ça aussi, et en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens, ils ont l'impression qu'on leur renvoie encore de la culpabilité. Il y a l'effet de déni. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Il y a un mécanisme de défense en fait. Ouais, Si tu commences à culpabiliser les gens, ils vont dire non mais attends, c'est pas moi, il y a des gens, il y a d'autres choses. Enfin, c'est qu'on voit très souvent dans des discours sur le réchauffement climatique et sur plein d'autres sujets. Sur le Covid d'ailleurs, c'est pareil. Tu vois. Donc du coup, ce mécanisme de joie, on vient le remettre dans notre organisation communautaire, dans ce qu'on appelle les planètes, en attendant qu'il y ait des choses à faire pour les gens. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les comètes. En fait, c'est des équipes action. Alors nous, on parle d'action et pas de projet, parce que du coup, tu vois, dans les valeurs, il y a le côté action. Ça s'appelle la galaxie de l'action, le nom de notre communauté. Le même dit qu'on n'est pas là pour débattre. Enfin, c'est vraiment un truc aussi qui est ancré. Et c'est extrêmement puissant parce que du coup, on arrive à avoir des gens qui ont des opinions politiques extrêmement différentes, qui ont des avis sur la question du dérèglement climatique et des solutions extrêmement différentes. Et ça, c'est une énorme force aussi, en fait.
dans notre culture. Et donc du coup, ces équipes qu'on appelle des comètes, eux, ils identifient un besoin et ils mettent en place une action pour le résoudre. Et là encore, pas besoin de réunion pour réfléchir à un brainstorming de je sais pas quoi, etc. Et c'est un besoin interne pour Time? C'est-à-dire qu'ils vont pas être dans la création de business, eux, par exemple? Non, 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 non. Ouais. Je vais te donner des exemples. Les deux besoins fondamentaux de Time, c'est le financement et la notoriété. Si on a ni l'un ni l'autre, on n'arrivera jamais à faire la mission de Time. Donc comme ça, tu peux avoir un Bruno qui a réussi à choper des campagnes d'affichage en France et en Europe pour faire connaître Time for the Planet de façon gratuite. Il y en a d'autres une personne qui a réussi à faire son entreprise est devenue actionnaire. Et c'est très compliqué parce que chaque entreprise réfléchit de façon différente de pourquoi elle veut rentrer ou pas. Il y a pas, c'est pas une réponse clé. Et en fait, c'est des gens qui s'y sont mis eux-mêmes et qui ont obtenu ça. À côté de ça, il peut y avoir des besoins plus petits, tu vois. On a une planète relecteur. Et donc, du coup, il y a des gens qui voyaient nos dossiers scientifiques, nos dossiers avec des fautes d'orthographe. Donc, en soi, c'est pas un problème pour Time parce que ça passe globalement à travers, tu vois. Mais du coup, il y a des équipes qui se sont organisées pour relire des tonnes et des tonnes de documents. Donc, ils embellissent Time for the Planet et le rendent plus crédible. C'est pareil pour la traduction, c'est pareil pour du graphisme, dans plein. Et donc, ils font tout ça en autonomie. Ils s'auto-organisent plus ou moins. C'est ma mission, c'est qu'ils arrivent à le faire en autonomie, oui. Et alors, du coup, une question. Alors, je sais que tu vas rejeter le terme, mais t'as jamais eu peur, et même collectivement, vous avez jamais eu peur de perdre le contrôle sur Time, pas forcément le contrôle, je sais pas, capitalistique ou ce que tu veux, mais le contrôle sur la manière dont c'est poussé à l'extérieur, dont c'est exprimé. Enfin, on voit beaucoup de gens qui mettent Time dans leur post, sur leur CV par exemple, en disant qu'ils sont associés, etc. Bon, ça fait partie de ce qui a fait buzzer le truc sur LinkedIn notamment. Mais t'as jamais eu peur de te sentir à un moment dépossédé de Time et que la culture Time évolue dans une direction incontrôlable? Si la culture Time évolue d'une mauvaise façon, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc, c'est à moi de bien faire ce boulot, déjà. Mais ce que tu décris, en fait, fait partie de la culture qu'on veut insuffler. C'est-à-dire que on fait confiance aux gens. Bien évidemment, il y aura des conneries qui seront faites, mais c'est pas grave, on les assume. Pour l'instant, en tout cas, le fait d'avoir expérimenté depuis 8 mois cette organisation, Ça va aller. le fait d'avoir expérimenté, décidément, depuis 8 mois cette organisation, fait que ça a plutôt tendance à nous donner raison. Il y a eu beaucoup plus de choses créatives et positives que négatives. Enfin, j'ai même pas d'exemple de choses négatives. Alors qu'il y a des gens qui ont floqué des voiliers aux couleurs de Time for the Planet, alors sans nous demander vraiment notre avis. En fait, c'est génial ce que tu dis, parce que, enfin, tu vois, une de mes questions, c'était qu'est-ce qui t'a inspiré, alors, d'un point de vue théorique ou pas, tu vois, pour créer ce mode d'organisation qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs, quand même. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais vu, qui s'inspire de plein de principes dont on a déjà parlé, mais tu vois, je sais que c'est un bouquin que tu as lu aussi, le bouquin de Mohamed Yunus sur le microcrédit, etc., qui était un peu mon livre de chevet aussi pendant mes études. Et ça me rappelle ça, au sens où, tu vois, il dit, mais en fait, c'est pas parce que les gens fais confiance aux gens, en gros, pour leur crédit, et ils vont te rembourser. Parce que communautairement, ils vont s'organiser, qu'il y a d'autres mécanismes que juste la peur qu'on prenne ta maison. Et du coup, en fait, toi, tu prends ces logiques-là et tu les expérimentes à une grande échelle et ça marche, quoi. Oui, moi, c'est un truc qui m'a toujours. J'ai jamais voulu avoir un. Enfin, d'ailleurs, si, j'aurais. Le schéma classique, c'est d'avoir un chef. En fait, je pense que ça m'aurait rendu très malheureux. Mais déjà, dans l'éducation populaire, en fait, tu fais confiance. Donc, moi, j'étais pas spécialement aligné sur ce rôle qui est des chefs, que apparemment on n'avait pas le choix, ça devait être comme ça. Et puis, à travers déjà le scoutisme ou l'éducation populaire de façon générale, en fait, tu apprends à des ados à devenir autonomes. Donc, tu passes ton temps à leur faire confiance, et eux, de leur côté, ils hallucinent et petit à petit, ils sont ultra autonomes. Donc, tu te dis, ok, ça peut marcher avec des enfants. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de je sais pas, d'aura, de puissance de l'adulte, et que du coup, bon, ils font pas trop les cons. Et voilà. Donc après, j'ai voulu l'essayer dans d'autres cadres, et c'était le domaine des colos, donc avec
nos animateurs, nos directeurs, les personnels d'entretien, etc. Et là encore, en fait, le fait de leur laisser énormément d'autonomie et le fait de les responsabiliser aussi à devoir résoudre les problèmes, nous, ce qu'on leur disait tout le temps, c'est pas grave qu'il y ait des problèmes, ça arrive les problèmes. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est de les résoudre. C'est pas normal que des problèmes, des tensions humaines ne soient pas résolues. Mmh. Et du coup, Et c'est de rendre ta vie de chef d'entreprise avec des gros guillemets beaucoup plus facile aussi. Ça veut dire que quelqu'un vienne toujours te voir en disant «Hey, j'ai un problème, comment je le règle, comment je le règle?» quoi. ben ouais, et c'est après ce que j'ai expérimenté aussi dans mon bar, quoi. C'est-à-dire que moi, je savais que j'allais monter Time for the Planet à un moment, et classiquement, effectivement, dans les bars, le chef, il met un sous-chef, quoi, tu vois, il met un gérant. Et moi, je me disais, merde, je vais imposer à mes salariés ce que je voudrais pas qu'on m'impose. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et je suis tombé sur le bouquin de Lalou, Reinventing Organization. Mmh mh. Et j'ai pris une petite claque, quoi, même si elle était que théorique. Pour le coup, c'est un des rares bouquins que j'ai lu. Alors après, j'en ai lu un autre qui est écrit par un chef d'entreprise, qui du coup est vraiment, ça c'est du pragmatisme pur, qui s'appelle le patron qui ne voulait plus être chef. Qu'en gros, d'enlever cet attribut d'autorité au chef, tout en lui laissant un rôle de créateur d'un cadre protecteur, et c'est à lui de faire que les choses se passent bien. Et si c'est ça son rôle, et ben en fait, tu peux autonomiser tes salariés de façon très très poussée. Mmh. Euh, Chez nous, ils décident de leur salaire, ils ont les cartes bleues, enfin, je m'en sers tellement peu que quand je dois m'en servir, je le dis souvent, mais j'ai pas les codes de l'ACB, je dois leur redemander. Ouais, je vois. Ils recrutent leurs futurs collègues quand on a un recrutement à faire. Et donc effectivement, c'est génial parce que au-delà de ça, alors du coup, oui, on pourrait dire, bah oui, mais les gens ils sortent de leur rôle, etc. Ouais, mais en termes d'apprentissage, quand tu as un serveur ou une serveuse de 25 ans qui est capable de faire du recrutement parce que en 2 ans, elle a recruté 3-4 personnes, bah en fait, c'est génial parce que si un jour elle monte son bar, bah elle saura faire, elle aura plus peur. Et si Mmh mh. je l'ai pas fait assez bien, si je l'ai pas appris assez bien, bah elle fera mieux que moi et je serai super fier de ça. Donc il y a toujours cette volonté de transmettre, de tirer les gens vers le haut et d'autonomiser les gens. Mmh, et leur permettre d'aller, comme tu le dis dans cet exemple-là, d'aller au bout de leur potentiel et créer le cadre justement, et ce cadre, c'est finalement c'est ta culture qui permet aux gens de se révéler complètement quoi, heu et Ouais, de le faire dans un cadre où ils ont pas de «peur» entre guillemets de se planter parce que tu as aussi mis ça en place quoi. c'est ça. OK. Alors du coup, ma question suivante, c'est alors tu vas la question préliminaire, c'est est-ce que Time a vocation à scaler? C'est-à-dire à s'agrandir beaucoup, ou pas, tu vois? Et du coup, comment est-ce que tu envisages de gérer les transitions qui vont venir? Que ce soit dans la croissance de ton équipe, le fait de créer, beaucoup de filiales de Time, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup de filiales de Time. Comment tu vois ça se faire? Je vais faire une réponse un peu botte en touche, mais je sais pas encore. On ne sait pas Mmh. encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan parfait qu'on déroule depuis le début. Il y a une vision claire de où on va, et après, ben, en fonction justement des besoins, on s'organise pour apporter l'élément de réponse qui nous permet d'avancer à l'étape d'après. C'est des marches, en fait. C'est comme ça qu'on avance. Donc, moi, la vision que j'ai sur la partie communautaire, parce que pour le coup, c'est vraiment de mon ressort, je dois réussir à créer une culture qui est tellement maîtrisée par cette communauté, on va dire, d'actionnaires qui veulent donner des coups de main, que du coup, je suis plus indispensable pour former et transmettre les valeurs. Il y Mmh. aura un noyau de personnes tellement gros qui sauront ce que c'est Time et ce que c'est pas Time. Globalement, c'est ça, hein, une culture. Et ben, à partir du moment où ça sera en place, des personnes qui voudraient, on va dire, faire dévier ça, je sais pas moi, remettre du contrôle, de la hiérarchie, des tensions, du débat, en fait, ils vont riper sur ça. Mmh. Parce que du coup, Il va y personne... avoir un rejet par le corps Ouais, de Time, quoi. Enfin, mmh. exactement. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Et après, pour la partie internationale, c'est un sacré pari, on verra, mais je pense que plus on sera nombreux en France, quand on commencera à créer des communautés à l'étranger, je suis absolument, enfin, je suis presque certain que il y aura des gens des communautés françaises bilingues qui vont eux arriver et prendre un petit peu ce rôle de je vous transmets ce que j'ai appris dans ma culture française dans Mmh. votre culture, et m'aider parce que moi je suis pas bon dans toutes les langues, donc du coup je pense que ça se passera comme ça. En fait, on va bricoler, mais c'est de nouveau le but, ça sera de partir d'un noyau et de faire grossir ce noyau.
Mmh. Et du coup, de manière très concrète, ce que tu dis, ton rôle, c'est qu'il y ait assez de personnes qui sachent que Time, et ce qui n'est pas Time, pour pouvoir le transmettre sans que toi tu sois là. Qu'est-ce que toi, au début, tu as mis en place? Comment tu les as outillés? Comment on fait pour faire ça? Si demain je veux créer quelque chose comme ça et je suis devant mon ordinateur et je me dis: «Bon allez, il faut que je fasse quelque chose, quoi». Ouais, déjà, ça sort pas ex nihilo. Il faut toute cette organisation, on l'a on a tâtonné pendant des mois et des mois, hein. Moi, j'avais la volonté surtout que personne se sente pas bien, mais de base, on n'avait même pas imaginé à Time qu'il y ait une communauté active. Pour nous, on OK. s'était dit, bah, si un jour il y a une communauté, ce sera un peu des gens qui sortiront de l'ombre. Quand on aura un problème, on dira qui peut nous résoudre ça, et il y a quelqu'un qui dira bah moi je peux, tu vois. Et en fait, dès notre première conférence, il y a plein de gens qui arrivent et qui nous disent comment je peux vous aider, moi je sais faire ci, ça. On dit bah ok, vas-y, viens. À l'époque, on avait un Slack. Donc du coup, on accueille quelques personnes sur Slack. Et puis on crée ce qu'on appelait, c'est un peu l'embryon des planètes actuelles, on appelle des teams Force the Planet, Mmh. donc basés sur des compétences. Et puis au bout de quelques mois, il y a des gens qui étaient déçus, ils disent ouais, mais en fait il y a rien à faire, etc. Et en fait oui, c'était classique quoi. Tu vois que des gens ressentent ça. Et donc moi, bah, je voulais pas créer de la souffrance. J'ai dit bah non, effectivement on va arrêter. Et du coup, on faisait des formations, parce que du coup, à la base, pareil, il n'y avait pas de formation, hein. On répondait aux 2 mails par semaine qui demandaient comment je peux aider. Et puis petit à petit, quand il y en avait 20, bah, on a créé une session par semaine d'une demi-heure pour dire aux gens, bah, si tu as cette question, tu viens là et on t'explique tout. Et toutes les semaines, bah, en fait, du coup, on expliquait aux gens, bah, on est désolé, on a besoin de personne, c'est très frustrant, on a juste besoin de traducteurs, de relecteurs et de graphistes. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui étaient, à l'inverse, et très déçus aussi. Et puis, du coup, ça m'allait moyennement, et je me suis dit, oui, il faut que, en fait, on soit quand même capable d'aller chercher des compétences quand on fait des petits projets à plusieurs, parce que il y a des moments, ça va nous être utile, c'est sûr. On a essayé une forme hybride aussi des comètes, quoi, d'une sorte de truc multi sur un projet, multi-compétences, etc. Ça marchait pas des masses non plus. Et au final, bah, tu vois, il y avait du contrôle, quoi, un peu, parce que du coup, on disait qui décide de la création du truc, machin, on Mmh. décide qu'on a besoin de telle compétence. Enfin, voilà, culturellement, ça m'allait pas. Et on a tenté, et cet été, j'ai tenté un truc, j'ai dit, ok, bah, vas-y, on va tenter le truc, finalement, sans contrôle. On accueille tout le monde, on forme tout le monde. Et après, les gens font ce qu'ils veulent, mais par contre, ils sont prévenus que globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et par contre, c'est à nous de leur donner un seul outil pour qu'ils puissent être efficaces. Et encore, il n'est pas encore vraiment abouti. Je suis en train de le terminer. Pour qu'ils puissent faire des choses. Parce qu'on a plutôt, peut-être en France, je sais pas, mais cette tradition surtout à se réunir et à réfléchir. Et donc, ça peut être extrêmement frustrant aussi. Donc, bah tiens, d'ailleurs, je vais t'illustrer un truc là-dessus. Et donc, finalement, voilà, on a retenté ce truc on ouvre à tout le monde et on dit aux gens, bah, tu peux faire partie de autant de planètes que tu veux, et là, on viendra te chercher si on a besoin de toi. Donc, au moins, ils sont prévenus. Moi, j'ai joué mon rôle, je suis pas maltraitant. Mmh. Et à côté de ça, tu peux agir dans ces rôles-là. Et il y a un rôle clé, en fait, qu'on a créé, qu'on appelle le gluon, qui est une sorte de facilitateur. Et en fait, ce rôle-là, c'est une personne qui est formée pour accueillir, mettre à l'aise les gens, et puis mettre en lien des besoins et des compétences. Tu vois, on revient encore sur cette notion de besoin. Un besoin, on le définit comme quelque chose quand quelqu'un est plus capable de le faire tout seul, c'est qu'il a un besoin. Donc du coup, il va aller chercher une personne pour l'aider à faire. Et donc ces gluons-là, bah, ils sont dans les planètes pour accueillir les gens et pour connaître les gens. Donc les gluons de la planète photo, ils connaissent toutes les spécialités, tout là où vivent les photographes. Et puis comme ça, quand il y a des comètes qui ont besoin d'un photographe, et ben les gluons Ils orientent et des comètes, et ben ils vont aller discuter avec les gluons des planètes jusqu'à ce qu'on leur trouve la bonne personne qui ramène dans l'équipe. mmh. Et donc comme OK. ça, bah, il n'y a pas de système de petites annonces, par exemple, qui peuvent Oui, être... puis du coup, ouais, ça évite aux gens enfin, typiquement ces systèmes-là, j'en ai déjà expérimenté et ça marche pas bien parce qu'en fait, tu vas jamais aller voir, quoi. exactement, exactement. C'est tout bête, tu vois? Mais jamais tu vas dire: «Allez, je vais me connecter ce matin pour voir si quelqu'un a pas besoin de moi», il faut venir te chercher, quoi. Il faut que les gens ils Effectivement. puissent, s'ils veulent aider, alors il y a plein de gens avec plein de bonne volonté qui sont prêts à faire plus que ce que je vais décrire, mais globalement, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que, dans la culture de mise en action, quand il y a des comètes qui se créent, une personne qui a l'initiative d'une comète, elle fasse tout ce qu'elle peut faire toute seule, et que quand elle a besoin de quelqu'un, cette personne, quand elle arrive, elle met les pieds sous la table et elle peut commencer à faire.
parce qu'on lui a dit quoi, où, comment, avec quel outil. Ok, je suis autonome, j'avance. Il faut pas qu'elle arrive et que tout d'un coup ça se transforme en un brainstorming de 2 heures et après on sait pas comment avancer. Mais ça a une valeur énorme en fait ce que tu as mis en place parce que enfin, tu réponds à tellement de pain points pour le dire en anglais parce que j'ai pas le mot qui me vient en français, mais de trucs que tu peux voir sur tous ces trucs, toutes les organisations décentralisées, crowdsourcées, enfin le mot que tu veux, et c'est toujours, enfin je te parle le truc de petites annonces, c'est des trucs que j'ai déjà vu, tu vois, et même sur des communautés beaucoup moins grosses, il y a toujours ces pains là quoi. Oui, Et c'est un modèle que justement toi tu t'envisages de transitionner sur d'autres sujets, de partager, je sais pas comment, mais j'en ai aucune idée. De temps en temps, ouais, il y a des gens qui me le disent. Je pense que ouais, enfin, je serais, je serais super content, mais, mais pour l'instant, je suis concentré sur Time, ouais bien sûr. ouais, carrément. Dans une autre vie, tu pourras en faire des super formations et Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que surtout, ça se met pas en place tout seul, en fait. Il faut que les personnes qui mettent ça, elles y croient vraiment. C'est-à-dire que c'est comme une entreprise libérée, tu sais, il y a des fois, il y a des patrons qui ont mis ça en place, mais en fait, qui voulaient pas lâcher le pouvoir. C'est-à-dire le fait de pouvoir décider, dire oui ou non, bah du coup, ça Quand marche tu pas. es, quand tu es dirigeant, est-ce que tu t'inclus dans le problème et dans le système que tu mets en place? Et C'est toujours un bah vrai ouais, sujet. il faut, Mm, faut, faut, faut régler aussi tes problèmes d'ego, faut accepter que les gens vont décider sans toi, faut accepter qu'il va y avoir des conneries, tout ce genre de trucs, quoi, en fait. Et, euh, et pour mettre ça en place, il faut pas juste appliquer, en fait. Il faut déjà le vivre, le comprendre pour soi-même, je pense. mm. Mm. Et alors du coup, donc t'as ça, c'est ta galaxie de l'action, mais ton univers, Time for the Planet, va fortement s'accroître dans les prochains mois, années, au fur et à mesure du coup que vous allez monter des filiales. Alors du coup déjà, ces filiales, donc vous sélectionnez les innovations via des comités scientifiques, etc. Ça, je comprends. Mhm. Mais du coup, est-ce que tu sélectionnes aussi des personnes qui vont monter ces boîtes? Est-ce que c'est des gens qui viennent avec une idée, et en gros, ils sont comme ça? Est-ce que tu as un fit culturel sur les valeurs avec ces porteurs de projets, ou est-ce que c'est pas une dimension qui est importante? Bah, quand tu dis aux gens, si tu viens créer ton entreprise avec nous, déjà, ça sera partagé avec des concurrents et tu seras minoritaire T'as déjà à la écrémé, ouais. création. Bon, a priori, soit il kiffe et du coup, il y a pas de problème et du coup, c'est acté, soit il est effrayé et il viendra jamais. Et de toute façon, on n'essaiera jamais de le forcer. Donc, oui, ça pose le game direct. Ok. Après, tu vois, on distingue bien quand même les deux, hein. Nous, on veut pas imposer une culture à ses filiales. Les règles de salaire capé, etc., qu'il y a dans la holding time, on veut pas les imposer non plus. On veut laisser les gens le plus libres possible. Mais c'est vrai que ce que ça crée pour des discussions qu'on a avec des futurs créateurs d'entreprise ou CEO d'expérience qui voudraient porter un projet chez nous, il y a déjà des discussions intéressantes. Ils sont sensibles à notre culture. Euh, mais voilà, nous c'est surtout on veut laisser libre les gens parce que y a rien de pire qu'en fait que de ça. Je pense aussi que c'est un truc qu'on a dans notre parcours, quoi. Cette croyance que en forçant les choses, tu obtiendras finalement ce que tu veux. Tu vois, moi ça dans nos entretiens d'embauche par exemple au bar, on demande aux candidats combien tu as besoin pour vivre. Tu sais, on leur demande pas Hmm. tu veux combien dans le bar ou je sais pas quoi. Hmm. Et en fait, ça leur fait un petit mindfuck parce que du coup, ils se sont C'est une vraie jamais. bonne, c'est une vraie bonne question et que j'encourage les gens qui écoutent à se poser le plus tôt possible parce que ça change pas mal de choses sur ce que tu as vraiment envie de faire et pourquoi tu fais ce que tu fais si tu le fais que pour l'argent, quoi. Ça change énormément. Et si on pouvait se le dire très tôt dans notre vie, en fait, ça jouerait de fou. Parce qu'en fait, tant que tu te poses pas la question, tu peux potentiellement toujours avoir plus. Tu vois toujours des gens autour de toi avoir plus que toi. Hmm. Donc du coup, ça te crée aussi des problèmes d'ego parce que tu te dis, attends, mais moi, est-ce que je vaux pas autant que lui ou plus ou machin? C'est la fameuse rat race, effectivement. Mais oui, tu te crées des chaînes en fait, C'est un très peu très vite, ça, ouais. parce que tu as une croyance que tu as besoin de temps pour le statut, ou même à certains niveaux, c'est incorporé. Enfin, tu te dis, je peux pas vivre sans, je sais pas, 3 500 € par mois, tu vois. Enfin, Hmm. alors que tu peux vivre avec moins de 3 500 € par mois, Ouais, je te mais tant que confirme. tu t'es pas posé la question et que tu le sais pas, enfin, le jour où tu t'en rends compte, tu fais, ah ouais, mais est-ce que ça a vraiment le temps de continuer à faire ce que je fais, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et donc du coup, bah ça par exemple, c'est une discussion qu'on a eue entre fondateurs très tôt, c'est si un jour on a des salaires, on les limite à combien? Et du coup, statutairement, ils sont limités à 4 SMIC et décidés en assemblée générale. Ok. Euh, Parce que bah, certains d'entre nous ont déjà gagné plus. Alors, si tu fais des choses à côté, tu peux gagner plus, mais
en tout cas pour un temps complet à Time, c'est 4 SMIC maximum si un jour on est payé. Et Mmh. en fait, c'est vraiment une discussion qu'on a eue, quoi, mais moi, quand j'ai gagné plus, ça m'a pas rendu plus heureux. Donc ça me va très bien de jouer aussi cette carte symbolique de la sobriété à l'échelle du projet Time. Alors, sachant que 4 SMIC, ça reste quand même beaucoup, mais à l'échelle c'est très relatif aussi, hein, parce que ça peut monter Mmh. très très fort quand tu es dirigeant d'entreprise. Oui, complètement, surtout quand tu commences à avoir des parts et cetera et que tu commences à lever des fonds, et tout ça et tout ça. Mais effectivement, oui, c'est pas forcément le sujet de savoir combien gagnent tous les dirigeants d'entreprise, mais donc du coup, tu vas créer ces filiales-là. Tu vas les laisser créer leur propre culture, mais du coup, tu as une question derrière qui va se poser, qui va être celle de la gouvernance. Assez rapidement, je sais que vous avez déjà beaucoup réfléchi sur le sujet, Mmh. et ta culture et ta gouvernance, c'est quand même des sujets qui sont assez étroitement liés, donc comment ça se fait? Tu vas être, au board ou au CODIR, ou COMEX, ça s'appellera comme tu veux, de toutes ces boîtes-là? Tu vas les laisser faire complètement dans leur coin, ils vont juste te remonter des chiffres? Où est-ce que tu places le curseur pour créer cette espèce d'univers, d'entreprise Non, time? il sera lié, hein, on parle bien d'une d'une galaxie. Et l'idée, c'est que du coup, Time doit être un énorme écosystème qui réunit des citoyens, des entreprises, des assos, des collectivités. Le jour où tu as une petite boîte qui se lance, qui a un capteur de CO2 que tu peux installer sur des cheminées d'usine, par exemple, eh ben, le fait d'avoir un industriel ou des industriels dans tes actionnaires fait que tu vas pouvoir avoir des lieux pour tester ton prototype beaucoup plus facilement. Mmh. Donc ça, c'est un énorme avantage. Si demain, pareil, tu fais une première série, moi je sais pas, d'un scooter ultra électrique, trop bien génial, et que tu dois lancer une première preuve de concept avec 10 000 scouts, et que tu as 50 000 actionnaires, il y a des grandes chances que tu puisses vendre les 10 000 premiers scooters potentiellement sans dépenser le moindre centime en communication. Donc du coup, il y a des avantages énormes en fait pour gagner du temps à créer cet écosystème. Au niveau de la création de la filiale, déjà, donc ils seront ultra conscients de ça, en tout cas, on espère. Et ensuite, on crée d'une façon un peu bizarre aussi pour l'investissement. Nous, on rentre majoritaire, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de risques, et on veut servir de parapluie, un peu comme un dirigeant d'entreprise dans une entreprise libérée, pour que l'équipe opérationnelle, le créateur d'entreprise ou la créatrice et l'innovateur ou l'innovatrice puisse en fait être autonome et aller loin dans ce qu'elle va. Il suffit de faire des salons sur la transition ou autre pour discuter avec des profils plutôt scientifiques qui sont pas du monde du business et qui te disent bah ouais en fait on allait chercher des fonds puis en fait ça allait puis au bout d'un ou 2 ans tout d'un coup ils se sont mis à nous mettre la pression parce que ça allait jamais assez vite et là tu sens une fracture et une dissonance chez ces gens-là qui prennent plus autant de plaisir qu'avant à bosser leur truc. Ou à l'inverse, c'est pareil, hein, tu vois aujourd'hui des jeunes dirigeants d'entreprise, parce que du coup c'est la course à la start-up et à la plus-value, etc. Et tout d'un coup, quand ils font rentrer beaucoup de fonds et tout d'un coup on leur demande des fois 7 en 7 ans, ils dorment pas bien. Hein. Mmh, Et mmh ça, mh. je pense que t'en rencontres beaucoup des créateurs de start-up comme ça, ils sont vraiment, vraiment pas bien. Donc du Ouais, bien coup, sûr. nous, on part avec eux et on leur dit, voilà, toi, tu t'occupes de ta tech, toi, tu t'occupes de développer le business. Bien évidemment, on a une mission pour l'humanité, donc il faut qu'on soit le plus efficace possible. Mais nous, on te garantit que ça ne sera pas dévoyé sur la problématique de l'argent. Parce que on vous a choisi, on fait confiance, et en plus, il y aura un écosystème qui pourra aider et accélérer les projets. Donc, on va y aller très très fort. Et Et du coup, tu as pas un horizon d'investissement qui va être celui des fonds d'investissement classiques entre 3 et 7 ans, quoi? non, non, ça dépendra des inos. Par contre, nous, c'est une expérience qu'on avait qui vient des colos. Sur les colos, on avait je fais le parallèle parce que vraiment, ça va aider à comprendre. Vas-y, vas-y. Sur les colos, en fait, on organisait beaucoup, beaucoup de colos différentes avec des thématiques différentes. Et puis, on avait ce qu'on appelait les petites colos. Tu vois, les colos où il y a 5 gamins, 3 animateurs, donc un désastre financier. Et puis les colos où elles sont en capacité max, t'as 37 gamins et puis 7 animateurs. C'est des taux records, hein, donc là-dessus, c'est top. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'était pas obligé d'annuler les petites colos parentables, justement parce qu'il y avait des grosses colos qu'on surnommait un peu locomotives, qui apportaient la stabilité financière du centre. Et Mmh. donc, ok, on perdait un peu d'argent avec les autres, c'était pas grave. Alors oui, on aurait peut-être
pu faire mieux. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y avait pas de sens à les liquider. Et du coup, dans nos filiales, c'est un petit peu pareil qu'on veut faire. C'est-à-dire que ben, peut-être qu'il y en aura qui marcheront bien très vite, d'autres, ça prendra plus de temps. On sait d'ailleurs qu'il y en a qui ne marcheront pas. Donc tout ça, on en est extrêmement conscient. Donc déjà, on se projette comme ça. Et après, le deal qu'on a avec ces créateurs d'entreprise, enfin l'équipe opérationnelle, c'est que à partir du moment où l'innovation elle commence à être partagée en open source, que le modèle économique est stabilisé, ben ils peuvent nous sortir par diminution de capital. Soit ils rachètent Mmh. à titre personnel, soit ils font racheter par leur entreprise, et du coup ils sortent Time en partie ou en totalité. Ce qui fait qu'on peut recapitaliser Time et réessaimer. Donc le deal, il est complètement à l'inverse du capitalisme actuel aussi. C'est qu'au lieu de mettre des gens sur un siège éjectable à la fin parce qu'ils ont série après série, ils ont plus que 5 à 10% de la boîte, donc à la fin ils peuvent partir vite, ça se passe pas bien. Et ben là, potentiellement, ils récupèrent le contrôle dans leur boîte le jour où elle marche. Mmh. OK. Et du coup, oui, effectivement, tu vois, c'était une autre de mes questions. Enfin, quand on prend les logiques des fonds d'investissement, les fonds de venture capital, tu vois, en gros, enfin, ce qu'on va te dire, c'est que tu sais que tu vas avoir une boîte sur 10, une boîte sur 20 qui va marcher. Mais en fait, ça va tellement bien marcher qu'elle va largement couvrir tes pertes et surperformer tout le reste de ton portefeuille. Et donc, du coup, ils mettent des tickets sur des choses très, très risquées. Toi, du coup, cette probabilité d'échec, alors tu la pallies un peu par justement cette notion d'écosystème qui va permettre aux boîtes de se développer en misant sur les synergies entre elles. Tu vises aussi une rentabilité globale sur l'ensemble de tes filiales et pas sur chacune. Mmh. Je vais pas les virer parce qu'ils sont pas suffisamment performants assez vite. Mais justement, comment tu prends en compte le fait que dans la réalité, il y a énormément de boîtes qui se plantent sur tous ces gens qui lancent des boîtes tous les jours, quoi. Ah bah justement, on prend en compte, tout simplement. Nous, on part du principe qu'effectivement, nous, la stat qu'on utilise, c'est 3 sur 10. Si on arrive à en faire tourner 3 sur 10, on est plutôt pas mal. Mais en même temps, dans notre cœur, on en vise 8 sur 10, quoi. Mais on communique pas Mmh. dessus parce que ça paraîtrait complètement péter du casque aussi. Mais si on pouvait réussir ça, voilà, c'est ce qu'on a en tête, nous. Les autres facteurs en fait aussi qu'il y a et qui changent d'habitude, c'est l'alignement, la mission. Tu parlais tout à l'heure de la culture. Je pense que ça se, Là, tu prêches un convaincu, hein. ça se ressent un peu. Donc je pense que ça va aider aussi. Et puis également, on vient recruter le candidat CEO ou la candidate. Donc quelque part, c'est une personne qui vient en mission. Euh, donc, alors que parfois, bah, il y a des investissements qui sont faits avec des équipes pas très efficaces ou ou pas assez expérimentées. Donc, nous là-dessus, il y aura obligatoirement une personne expérimentée comme CEO, quoi. Sinon, on n'investira pas. OK, donc je veux dire que tu peux pas avoir 2 jeunes ingés sortis d'école qui vont venir te dire: «J'ai une idée, Non, toute notre clé, on veut monter une filiale à Time», quoi. non, toute notre clé justement, c'est de dire quand ces personnes-là viennent nous trouver, eh ben, on va leur associer un ou une CEO d'expérience. OK. Et parce que on sait que c'est un métier qui, enfin, ouais, c'est ça, c'est un métier, c'est une compétence qui s'apprend et qui met du temps. Et quelque part, bah, on adore transmettre. Donc, ils vont apprendre au contact du CEO de façon accélérée et bien plus efficace encore que dans un incubateur où il y a finalement des cours théoriques et puis de la pratique, Mmh. bien Bien évidemment. sûr. Mais là, on part du principe qu'on n'a pas le temps d'apprendre aux gens à devenir CEO pour une boîte internationale. Il faut déjà qu'on ait des CEO aguerris. OK. Oui, donc du coup, ça, c'est un parti pris que tu as choisi et que tu assumes, quoi. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et OK, d'ailleurs, ouais, ouais, non, mais bah oui, ça c'est indispensable. C'est parce que tu vois, indispensable parce que quelqu'un qui se penserait à 23 ans, 24 ans capable de ça, et ben c'est pas qu'on pense pas qu'elle sera capable de l'être dans quelques années, mais c'est juste que là, à 23 ans, elle n'est pas capable de savoir comment faire pour aller extrêmement vite en fait. C'est juste ça. oui, c'est effectivement dans la perspective de gain de temps et d'exécution parce Oui, que, bah, après, bon, tu as des gens, hein, qui montent des boîtes, incroyables très jeunes, bien sûr, et mais on l'a fait aussi. ouais, bien sûr. Mais on OK, non, n'a mais je vois tout pas à le fait. temps. Le GIEC dit qu'il n'y a pas le temps, donc on va pas prendre le temps de faire Ouais, le... OK. Oui, effectivement, vu que enfin, oui, c'est ce que on n'a pas le temps, c'est tout le truc qui est derrière Time, donc en gros, Ouais. c'est aussi ça fait aussi partie de ta vision, de ta culture et de la manière dont tu l'exécutes, donc du coup, tu prends ce parti pris-là, quoi. Ouais, le but c'est de hacker la perte de temps, et l'open source, le partage, c'est venu de ça aussi, hein, c'est de se dire
mais si on échoue, c'est con. Il y a peut-être des super bonnes idées, et donc c'est là qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on partage et qu'on crée nos concurrents. Comme ça, plus il y a de concurrents, peu importe qui réussit. D'ailleurs, il y a des chances que tout le monde réussisse, mais si nous, parce que, je sais pas, il y a eu un problème d'équipe peut-être, ça plante, mais qu'à côté de ça, il y a 2 autres boîtes qui réussissent super bien, Mmh. ça sera grâce à nous Ouais, qu'on aura réussi. donc en fait, tu as envisagé la possibilité de l'échec de Ah Time bah dès oui, le bien début, sûr, bien sûr. avec ce qui demande beaucoup d'humilité qu'on retrouve pas forcément, j'ai pas l'exemple là, mais qu'on retrouve pas chez tous les fondateurs, je pense. Enfin et puis qui est un peu c'est toujours un peu contre-intuitif, tu vois? On va beaucoup te dire: «Si tu veux réussir, pense que tu vas réussir», quoi. Très pensée positive, un peu bullshit, mais du coup, tu as déjà incorporé ça dans ton modèle et en fait, ouais, du coup, ça c'est au service de ta mission. Si on échoue, c'est pas grave de te réussir en notre place, quoi. Ah bah non, pas du tout, ouais. C'est vraiment, il y a eu cette discussion et cette phrase de, mais qu'est-ce qu'on fait, si on échoue? Il faut qu'on réussisse même si on échoue, et c'est complètement contre-intuitif, mais l'open source peut concrètement est un outil qui Mmh. concrètement peut permettre de résoudre cette phrase, bizarre quoi, de réussir, même en échouant. Ouais, carrément. Écoute, j'ai encore 2 autres questions, à te poser. Alors une, qui sort un peu du cadre de Time, je pense que tu as dit qu'on n'était pas là pour donner des conseils, mais je vais quand même essayer. En fait, toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui veut intégrer la dimension, environnementale, ou réchauffement climatique, mais enfin, ces enjeux-là de manière large, dans son activité, quotidienne de sa boîte, qui est pas forcément une boîte impact by design, qui est pas forcément une boîte, filiale de Time for the Planet? Yes, moi ce serait de lutter contre un biais psychologique, celui de l'aversion à la perte. C'est très compliqué quand, tu gagnes 10 000, tout d'un coup de dire: «Je vais gagner, 5 000». Si Mmh. tu l'as pas vraiment profondément mûri, réfléchi ou très violemment subi. Et du coup, d'avoir une entreprise où, je sais pas, qui marche bien, tu as des bénéfices, puis un jour tu te dis: «Ah je vais consacrer une partie de ces bénéfices, pour planter des arbres». Le jour où, ça va un peu moins bien économiquement, tu as un choix à faire entre les arbres et ça. Donc pour lutter contre ce biais, en fait, il faut le décider dès le début. Comme ça, l'aversion à la perte, elle s'inverse. Tu as décidé que 100 50 10 de tes bénéfices serviront à planter des arbres, ou alors un montant fixe, c'est pareil, parce que bon, 10 de 1 000 € de bénéfices, ça sert peut-être plus à grand chose de planter des arbres, mais Ça va pas faire beaucoup d'arbres. si tu te dis que c'est au moins 1 000 €, voilà, il y a ça aussi. Mais en tout cas, je pense que tu peux créer tes indicateurs de performance qui sont alignés avec ta vision en sociale ou environnementale et directement alignés sur ton activité. Si tu veux, c'est une évidence en fait. Rien ne nous pousse et nous force à faire une entreprise pour accumuler de l'argent plus que Mmh. l'année d'avant et toujours essayer de faire plus que l'année d'avant. Bien évidemment, ce qui est positif dans le fait de faire plus en termes d'argent, c'est que tu peux mieux payer tes salariés, tu peux acheter du meilleur matos, tu peux mettre en sécurité tes salariés, tu peux avoir un impact environnemental moindre parce que du coup tu vas mieux choisir aussi tes fournisseurs. Tout ça c'est intéressant. Mais tu peux aussi le doubler de qu'est-ce que je fais de l'argent qui est créé. Je pense que tant qu'on se pose pas cette question-là, cette fameuse croissance un petit peu sans fin, elle sera toujours là. Alors qu'au final, c'est pas une question très très compliquée à se poser, juste un peu déroutante au début. Et je pense qu'on peut recréer un nouveau cadre culturel de société cette fois, si on était capable, je sais pas, pour chaque boîte, de fixer un petit peu ça, quoi. À quoi va servir Mmh. le bénéfice. Oui, puis si je rebondis sur ce que tu dis, en fait, c'est même pas tant, accepter de perdre, c'est accepter de voir que tu gagnes autre chose que juste une verticale financière, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux le voir aussi comme il y a un gain qui existe, qui se mesure pas financièrement, qui se mesure autrement et au final, on en revient à tu mesures ce que tu es, quoi. Exactement. Ce qui est Ou tu es ce que tu mesures plutôt, d'ailleurs. indispensable pour le cerveau humain, tu vois, ça c'est les travaux de Laborie sur les souris, sur les stimulations positives et négatives, c'est que c'est comme ça, de base, c'est très binaire le cerveau, il y a des choses qui donnent envie de faire et des choses qui font peur et du coup on veut pas faire. Et le fait d'avoir pas d'indicateur, c'est hyper perturbant, parce que c'est dur de se motiver. Donc l'argent, c'est quelque chose d'universel et de très simple en plus à mesurer. Mais on peut réfléchir à d'autres marqueurs de réussite. Nous, quand c'était les enfants en situation de handicap qu'on faisait partir, tous les ans, on comptait. On savait combien on en a fait partir par rapport à l'année d'avant. Mmh. Donc, les bénévoles, les adhérents de l'association étaient satisfaits ou déçus. Quand on était déçus, on s'organisait pour faire mieux l'année d'après.
Et ça, c'est le propre de n'importe quelle entreprise, mais sur un critère autre que financier. Alors, du coup, si tu me permets, comment tu mesures, toi, le rendre les gens heureux? Puisque tu t'es posé la question de gagner moins, visiblement, ou en tout cas de combien tu avais besoin pour vivre, pas forcément de gagner moins. Tu es assez aligné avec ce qui est important pour toi, tes valeurs personnelles et ta mission personnelle. Mmh. Et du coup, comment est-ce que tu le mesures à titre personnel? Bah, alors, c'est pas ma mission de mes entreprises si, dans mon bar, le but de notre bar, c'est de rendre les gens heureux. Mais à Time, si, ça. Oui, mais justement, tu as ce qui toi t'a animé depuis toujours, Mmh. qui était ça et ta mission de Time, du coup, le réchauffement climatique, contribuer à résoudre le réchauffement climatique. Ce qui est toujours un truc intéressant, c'est comment tu concilies, toi, ce qui t'anime toi personnellement et ce qui anime ton entreprise, et c'est une vraie problématique d'entrepreneur, d'ailleurs. Mmh, je l'ai pas forcément là, avec ta question. Ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que euh, si le dérèglement climatique est violent dans la deuxième moitié du siècle, c'est sûr que les gens seront pas heureux, hein. C'est C'est ça. clair. Voilà, donc je pense que ça, je le mesurais dans très longtemps et voilà, nous, notre indicateur de réussite, c'est plus sur le gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le TRP. Donc on a créé notre indicateur, Mmh. c'est les équivalents tonnes de CO2 captées ou non émises par euro investi. Donc du OK. coup, on pourra mesurer l'impact de nos entreprises et des entreprises sœurs qui seront créées avec les licences. On aura un score et on saura si il est important et donc qu'on a eu un impact. Imagine, on arrive à impacter 1% des émissions de CO2 en 2050, ben oui, on sera extrêmement fier parce que 1% pour un projet, c'est colossal, c'est Énorme. colossal. Ouais, bien sûr. Je vois tout à fait. Et alors du coup, un deuxième conseil à te demander, maintenant si je suis un jeune primo-entrepreneur et que je veux entreprendre pour résoudre un problème social ou environnemental, Mhm. qu'est-ce que tu me conseilles? Euh, alors déjà de bien savoir effectivement ce que tu veux euh, contribuer à résoudre, te concentrer sur ton entreprise et ton équipe. Le reste, l'argent qui sera consacré à planter les arbres et tout viendra après, mais ça viendra très très vite hein, normalement, parce qu'une entreprise qui fait pas de bénéfices, c'est quand même pas normal. Donc, je parle de ça des 2, 3 premières années normalement. Je le souhaite hein, pour des premières entreprises en tout cas. Euh, non, mais de bien se connaître quoi aussi surtout. De, 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 de faire le tri. C'est très dur quand on est jeune, c'est horrible de dire ça. J'ai que 36 ans et je raconte un truc comme ça, j'ai honte. Mais, On t'en veut pas. mais, Ça y est, tu as atteint ce statut où tu peux nous donner des conseils. Vas-y. mais je pense que être attentif, voilà, j'ai dit, être attentif à mon rapport avec le pouvoir sur les autres, mon rapport à l'argent, ça on en a parlé tout à l'heure, et mon rapport à l'ego. Qu'est-ce que ça me provoque si on passe par moi ou pas par moi? C'est des cheminements qui sont extrêmement longs que même moi, j'ai pas du tout, je me prétends pas du tout les avoir réussis. Hein. Je travaille tout ça au quotidien. Je sais pas si tu peux les réussir, soit dit en passant. Je sais pas non plus, mais en tout cas, je pense que si tu as ces trois trucs-là en tête dès le début, ça peut vraiment t'aider à comprendre quand des fois tu fais des conneries, quand il y a des gens qui veulent plus bosser avec toi, quand il y a des gens qui sont fâchés, quand il y a ces trucs-là, souvent ça part de ça. Il y a une phrase Mmh. d'Orelsan, c'est quand tu es tout seul face à tes problèmes, peut-être que c'est toi le problème, C'est quoi. toi le problème. Mmh. Voilà. Je veux qu'on partage des références communes, effectivement. Donc je pense que ça c'est important de toujours avoir ce cap en tête. OK. Bah, écoute, un grand merci Nicolas. Ok, merci à Est-ce toi, que c'était tu super. veux ouais, c'est super cool. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, un dernier message? Ou, est-ce qu'on a bien fait le tour pour toi? Un dernier message, non, c'était très très chouette et merci. On n'a pas trop parlé de Time, on l'a fait un peu au truc, mais j'imagine que les gens, voilà, allez voir juste la première page du site si jamais vous voulez comprendre. C'est expliqué en une page, il y a une petite vidéo de 2 minutes, mais c'était pas l'ordre du jour du podcast et donc désolé si ça vous a. Accessoirement, allez acheter des actions de Time si vous voulez voir ce que ça fait, même une pour 1 €, parce que vous verrez tout le process, vous recevrez tous les docs, et on voit très bien comment ça marche une fois à l'intérieur.
Ok, et ben merci Vincent. Eh ben écoute, merci à toi. Salut Nicolas. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmoniste.com. C'est vincent@b-harmoniste sans le e.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.